BFM Business, 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Et c'est donc Carlos Ghosn qui est avec nous. Bonjour Carlos Ghosn. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. On va ensemble parler du fracas du monde. J'écoutais les éléments que donnait là, Marie Cœur de Roy. J'avais l'impression qu'à chaque fois finalement on pouvait vous demander un commentaire et à chaque fois finalement on pouvait vous poser une question tellement vous êtes au cœur de l'ensemble de ce fracas du monde. Mais il faut commencer par votre salaire, Carlos Ghosn, parce que nous sommes en France. Oui. Les choses sont ainsi faites. C'est un coup de poker que vous avez tenté avec votre salaire. Non, c'est pas un coup de poker. Si vous voulez, il est très important pour nous que nous signions l'accord de compétitivité. D'abord parce que il faut profiter de l'opportunité qui a été créée par le gouvernement de réunir les syndicats, de réunir les employeurs et de donner vraiment le lancement de cette réflexion sur la compétitivité, de l'action sur la compétitivité en France. Cet accord national a été signé. Il faut à tout prix l'utiliser comme levier, de façon à ce que chaque entreprise, et dans notre cas, a traité nos problèmes de compétitivité en France, de façon à rassurer l'ensemble de nos employés qui travaillent en France sur la pérennité de nos opérations françaises et surtout sur la possibilité de croître aussi en France, que le développement à l'international du groupe profite aussi à Renault en France et profite à la France. Voilà. Absolument. Donc, cet accord de compétitivité est très important. Je rappelle qu'il n'y a pas de fermeture d'usine. Je rappelle qu'il n'y a pas de plan social. Il y a un certain nombre d'éléments qui me paraissent tout à fait raisonnables de façon à rétablir cette compétitivité. Cette affaire de salaire est venue se greffer là-dessus. J'ai souhaité faire un geste après la décision du conseil d'administration de m'octroyer le salaire 2013, la part variable qui est basée sur les résultats 2012, c'est eux qui l'ont décidé. J'ai dit très bien, merci de votre décision. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que 30% de ce que vous m'avez octroyé en part variable soit conditionné par la signature de l'accord de compétitivité et versé au terme de cet accord de compétitivité en 2016 si toutes les décisions et les engagements pris par Renault sont remplis. C'est un geste. C'est pas un coup de poker, c'est un geste d'apaisement, c'est un geste qui va permettre, je l'espère, de remettre tout le monde, de faire que l'adhésion est totale autour de cet accord qui n'est pas encore signé. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je me souviens, les négociations se sont ouvertes à peu près au moment du mondial de l'automobile. Oui. Et vous étiez très optimiste. Et tout le monde au cœur de l'entreprise était très optimiste. Et on a l'impression qu'il y a eu une radicalisation dans ces négociations, Carlos Ghosn. Je ne pense pas. Je pense que dans une négociation, il y a toujours, si vous voulez, des échanges. Il y a des points de vue qui sont tout à fait différents. Moi, je crois beaucoup au dialogue. Il est en train de se dérouler de manière très constructive. Alors, bien sûr, il y a ce qui se passe au niveau de la table des négociations, ce qui est annoncé à l'extérieur. C'est pas toujours très... Moi, j'estime que ça fait partie un petit peu de la négociation, si vous voulez. Ouais. Mais sur le fond, je pense que tous les partenaires autour de la table ont envie que pour Renault, cet accord de compétitivité soit signé, surtout pour Renault en France, que cet accord de compétitivité. Parce qu'il y a quand même une inquiétude aujourd'hui en France, dans tous les cas dans Renault, sur la pérennité des opérations de Renault en France et sur la pérennité notamment de l'importance des opérations françaises dans le cadre du développement de Renault. Il faut qu'on réponde à ça. Il faut qu'on dise le développement de Renault à l'international va profiter à Renault en France, le développement de Renault de manière générale va profiter à la France. Et ça, c'est un point qui est au cœur de la discussion qui a lieu actuellement, puisqu'on est en train de parler d'engagement, d'augmentation de production, malgré, comme vous le savez, un marché européen qui est vraiment en déclin. Deux questions encore là-dessus. La première, très précise justement sur ces capacités de production. Je parle évidemment sous votre contrôle. On est quoi? Sur 900 000 véhicules à peu près de capacité de production en France, en ce qui concerne Renault. Oui. Et vous en avez produit 550 000 à peu près sur l'année 2012. C'est ça. Au cœur des négociations, il y a une promesse de monter à 600, peut-être 700 000. Hein, Carlos Ghosn. 710 000. On reste encore dans des surcapacités qui sont des surcapacités importantes. Oui, mais attention, quand vous avez des capacités qui sont estimées à 900 000, il n'y a aucun constructeur qui utilise vraiment pleinement ces capacités parce que vous avez des problèmes de saisonnalité de la demande, vous avez des problèmes de flexibilité de la demande. Donc, l'idéal, c'est pas de les remplir à 900 000, c'est probablement un niveau qui est inférieur. Ouais. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous pouvez avoir des opérations pérennes avec ces niveaux de production? Ma réponse est oui. Vous n'avez pas besoin d'être à 90% pour être pérenne. Vous pouvez très bien gérer une entreprise avec des capacités qui sont utilisées à 80%, voire à 75%. Ça dépend du mix de produits que vous y faites. Si vous faites des produits à très forte valeur ajoutée par rapport à des produits qui sont plutôt du low cost, ce qui est le cas de la France, puisque nous faisons beaucoup de produits à forte valeur ajoutée. Mais si vous voulez, de grâce, qu'on nous fasse confiance pour la gestion de la rentabilité de l'entreprise et de la profitabilité de l'entreprise. Oui, mais justement. Donc, c'est bien parce que je crois que c'est bien parce que les syndicats vous font confiance, absolument confiance, qui doutent en fait
Oui. de la réalité du maintien de l'intégralité des sites de production, Oui. même si vous augmentez les volumes, parce que justement, Oui. ils savent à quel point vous êtes sensible au coût de production. C'est vrai, mais d'un autre côté, cet accord, au cas où il est signé, nous engage à tous, et moi en premier, solennellement. Ouais. Ce ne sont pas des accords Ouais. qui sont verbaux dans un coin. On est en train d'en parler à la télévision, Ouais. l'opinion publique française est là, le gouvernement est là, qui est en plus actionnaire de Renault. Non, je dirais, ce qui sera écrit dans l'accord sera respecté à la lettre, et les engagements qui seront pris par Renault seront respectés à la lettre. Maintenant, il faut que l'accord soit signé. L'autre élément, juste encore lié à ces négociations, vous l'avez dit, il y a ce qui se dit autour de la table et puis il y a ce qui se dit en dehors. Est-ce que vous êtes otage, même si le terme est un peu fort, hein, ne le retenez pas, est-ce que vous êtes otage d'un bras de fer politique entre la CGT et le gouvernement aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Moi, dans tous les cas, je ne me vois pas comme cela. Je pense que dans le cadre d'une négociation, il y a toujours un petit peu... Chacun essaye d'optimiser les positions. Donc, il peut y avoir des positions différentes selon les partenaires sociaux. Il n'y a rien d'anormal dans tout cela. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des partenaires sociaux signent, parce que je pense... Parce que nous sommes tous d'accord que nous avons un problème de compétitivité. Ça n'est contesté par personne. Aujourd'hui, c'est... Mettons-nous autour d'une table et essayons de répondre à ce problème de compétitivité, parce qu'il y a des solutions en France, il faut juste les mettre en œuvre. Bon, mais il n'y a pas une pression particulière extérieure aujourd'hui sur Renault qui viendrait perturber ces négociations? Non, je ne pense pas. Ou en tous les cas, s'il y a une pression, non, je ne pense pas qu'il y ait une pression, mais il y a une attente. Il y a une attente parce que je pense que c'est important pour la France que cet accord de compétitivité soit signé. Parce que ce sera l'une des premières grandes entreprises qui est dans un secteur extrêmement compétitif, qui est le secteur de l'industrie automobile, qui signe un accord et qui, dans le cadre de cet accord, va augmenter sa production en France et faire venir des partenaires en France. C'est très fort comme symbole. Et ça, si vous pouvez le faire, il faut en parler. C'est la force de ce que vous appelez l'alliance. Bien sûr. Et c'est le cœur de votre stratégie aujourd'hui. Sans alliance, est-ce qu'on peut le dire comme ça, Carlos Ghosn, sans alliance, ces accords de compétitivité ne pourraient pas entrer en œuvre et vous ne pourriez pas promettre ces montées en volume? Je dirais, sans alliance, nous aurions été en difficulté bien avant la crise actuelle. Bien avant la crise actuelle. Il faut quand même savoir, l'alliance, elle a sauvé Nissan. Il faut le savoir, en 1999, quand l'alliance a signé, ça a permis de sauver Nissan. Mais l'alliance sauve aussi Renault. C'est-à-dire que dans cette alliance, c'est ça la beauté de cette alliance, c'est que c'est une très grande solidarité entre les deux entreprises. Très grande solidarité entre les deux entreprises qui nous permet aujourd'hui, qui permet à Renault, qui a vendu 2 500 000 voitures en 2012, de bénéficier d'une échelle de 8 100 000 voitures. C'est ça l'alliance. C'est-à-dire que je garde mon autonomie, je garde ma stratégie, je garde mon identité, et en même temps, je bénéficie d'une échelle qui est bien supérieure à la mienne. Puisque quand nous négocions, par exemple, l'achat de pièces, quand nous négocions des contrats, nous négocions avec Nissan, nous négocions maintenant avec Avtovaz, c'est-à-dire la marque Lada, et ce qui donne une force et ce qui permet des conditions qu'une entreprise toute seule n'aurait jamais réussi. Vous entendez beaucoup de commentaires qui doutent de cette solidarité, Carlos Ghosn, qui disent qu'en gros, Renault est devenu un satellite de Nissan et que Renault aujourd'hui, un peu comme des actifs bancaires, est géré en extinction. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Carlos Ghosn? Franchement, je pense que la première réponse, c'est de comparer aujourd'hui les résultats de Renault par rapport à des entreprises comparables. Vous pouvez faisons-le. Par exemple, vous ne pouvez pas comparer une entreprise japonaise à une entreprise américaine ou une entreprise européenne à une entreprise chinoise. Il faut comparer une entreprise européenne par rapport à des entreprises européennes. Donc, quand vous regardez Renault aujourd'hui, la performance de Renault, il faut la comparer par rapport à la performance de PSA, il faut la comparer par rapport à la performance de Fiat, il faut la comparer par rapport à la performance d'Opel, il faut la comparer par rapport à la performance de Ford Europe. Et quand vous regardez les résultats de l'année 2012, je prends les résultats qui viennent... Bon, franchement, je suis fier des résultats de Renault. Je suis fier des résultats de Renault. Parce que, on va le dire brutalement, c'est une entreprise tous les autres sont ruinés, continue à faire des profits. C'est une entreprise qui n'a pas de dette. C'est une entreprise qui a une stratégie très claire, qui a été expliquée. C'est une entreprise dans laquelle j'ai annoncé que nous repartons à l'offensive en 2013 avec une gamme produit intacte. Nous n'avons repoussé aucun investissement, nous n'avons fait aucune concession sur notre expansion. Et c'est une entreprise qui est prête à s'engager sur le renforcement de sa base française. C'est ça, Renault. Pourquoi aller se battre sur le haut de gamme finalement aujourd'hui, Carlos Ghosn, puisque ça fait partie de vos projets et ça fait partie de cette gamme de produits. On va parler tout à l'heure de ce que vous appelez M0. Parce que vous ne dites pas Logan 20, vous dites c'est une plateforme M0. Pourquoi aller se battre sur le haut de gamme puisque c'est M0 qui est le segment le plus profitable de Renault? Je vais vous dire, ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité. Et je vais essayer d'expliquer. Nous faisons, vous avez le temps, vous avez tout le temps. Nous avons une stratégie qui est je dirais en deux parties. Il y a une partie qui est très classique, c'est-à-dire nous faisons ce que tout le monde fait.
Nous partons en Chine, nous partons en Russie, nous développons l'Inde, nous développons l'Asie, tout le monde le fait. Nous réduisons nos coûts, tout le monde le fait. Nous communalisons, tout le monde le fait. Nous standardisons, tout le monde le fait. Donc comme si c'était simple. Design, comme si c'était je simple. sais, c'est pas simple, parce qu'après c'est dans l'exécution que ça se passe. Mais ça, tout le monde le fait. Et puis l'accord en Russie, il fallait le passer quand même. Et après, il y a des choses que nous sommes les seuls à faire. Et ça, c'est pas tellement noté, c'est pas toujours très compris. Nous sommes les seuls à avoir une gamme zéro émission complète, 4 voitures. Nous sommes les seuls à avoir réussi une alliance. Nous sommes les seuls à avoir réussi des partenaires stratégiques. J'étais en Allemagne il y a 2 semaines avec Dieter Zetsche. La presse allemande était surprise de voir que... patron de Daimler, Dieter Zetsche. 2 ans et demi après la signature de l'accord avec eux, il y avait une voiture fabriquée à Maubeuge, badgée Mercedes, la Citan de Mercedes. 2 ans et demi après l'accord. C'est-à-dire quand nous faisons des accords, ce n'est pas un PowerPoint dans un coin, etc. Et puis au bout de 2 ans, on explique pourquoi ça ne marche pas. Nous sommes là et nous produisons. Nous avons des produits et nous avons une stratégie qui marche. Nous sommes les seuls à réussir le M0, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle en Europe le low cost, mais qui dans les pays émergents est le centre de gamme de cette offre. Nous sommes les seuls à l'avoir réussi et personne n'a réussi à le copier. Et pourquoi personne n'a réussi à le copier? Parce que ce n'est pas qu'une voiture, c'est un système que nous avons monté. Et c'est un système qui fonctionne très bien. Donc, si vous voulez, Renault a une stratégie forte parce qu'il fait tout ce que les autres font et en plus, il fait des choses que personne n'a fait. Et on a tendance plutôt à le faire un peu mieux. Alors, on dit, ah oui, mais regardez la taille des 2 entreprises. Ben, attendez. Le jour où Renault va rentrer en Chine, et ce qui est prévu sur l'année 2013, on a 18 millions de voitures auxquelles on n'a pas accédé jusqu'à maintenant. Le jour où on va rentrer, mais même prendre 4 ou 5% de ce marché, de 18 millions ou 20 millions de voitures à terme, on est en train de parler d'un potentiel de 1 million de voitures en Chine. Donc c'est une croissance énorme qui est en train de se préparer. Mais pour cela, il faut avoir une stratégie claire et surtout, il faut attaquer les fronts quand on peut gagner. Oui, mais les portes sont fermées en Chine, Carlos Ghosn. Pas pour nous, puisque nous avons, quand j'ai signé l'accord avec les autorités chinoises en 2003 pour faire entrer Nissan en Chine, j'avais déjà inclus Renault en disant c'est l'alliance qui signe et un jour Renault viendra. Donc ils avaient accepté ce principe. Ils avaient accepté ce principe. Tout à fait. Et donc la négociation se fait sur cette base. On reprend les 2-3 points que vous avez mis en avant là. D'abord M0, quand vous dites c'est un système, ça veut dire quoi un système, Carlos Ghosn? Ça commence par une définition de produit qui est frugale, c'est-à-dire il y a peu de fonctions dans cette voiture, mais des fonctions qui sont très importantes pour les gens qui achètent surtout une voiture pour la première fois, puisque ça s'adresse essentiellement à des gens qui aujourd'hui achètent des voitures d'occasion et qui, quand ils voient Logan ou quand ils voient Sandero ou quand ils voient Duster, ont envie d'acheter une voiture neuve parce qu'elle est à un prix très abordable. Donc ça commence par les fonctions. Deuxièmement, c'est toujours construit et sourcé dans des pays très low cost. C'est ce qui permet d'aboutir à des prix de vente qui sont extrêmement compétitifs. Deuxième élément. Troisième élément, la commercialisation de ces voitures est très frugale. Il y a très peu de marketing, il y a très peu de pub, il n'y a pas de discount sur ces voitures. Vous allez, les prix sont fixes. Vous savez ce qu'ils disent d'ailleurs les concessionnaires, ils disent ça marche parce que Renault nous laisse vendre les voitures. On est des vendeurs de voitures et là on peut faire notre boulot d'ailleurs. La voiture, Renault nous laisse travailler. Exactement, où ils disent la voiture parle par elle-même, on n'a pas besoin de parler autour de cette voiture. Donc c'est très différent par rapport à ce que fait Renault, par rapport à ce que font personne n'arrive à les autres. copier ce système. Personne, jusqu'à maintenant. Et c'est bien pourquoi c'est profitable. C'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Le jour où il y aura un concurrent qui reproduira un système comme cela, je pense que nos profits, ils vont beaucoup baisser. Mais attention, comme nous le prévoyons, nous sommes rentrés sur une nouvelle gamme que nous appelons Sub-Entry, qui va être le low cost des pays émergents et que nous sommes en train de développer aujourd'hui en Inde. Électrique. On est perdu sur l'électrique. Est-ce que je peux vous dire, je suis paumé sur l'électrique. Je ne sais même plus si c'est en vente, pas en vente, à quel prix, pas à quel prix. C'est en vente. La gamme est complète. Nous lançons Zoé qui a déjà commencé à être commercialisée, mais je dirais l'essentiel de la commercialisation commencera en mars. C'est une voiture remarquable, évidemment, je ne peux pas dire autrement, mais je peux vous dire que sur le plan de la qualité... C'est pour ça qu'on est un petit peu perdu. Le mois de mars. C'est mars. D'accord, attention, vous voulez une voiture électrique, vous avez Fluence, vous avez Kangoo, électrique et vous avez Twizy. Il y a déjà 3 voitures électriques qui sont tout faire. Vous allez nous l'expliquer finalement cette voiture électrique. L'effort marketing, ça va être de nous l'expliquer, non? On va vous l'expliquer, mais surtout ce qui me paraît très important, compte tenu du fait qu'aujourd'hui l'Alliance est en pointe sur la voiture électrique, aussi bien du côté de Renault que du côté de Nissan. Aujourd'hui, les principaux obstacles auxquels nous avons face, c'est l'inquiétude du consommateur à l'échelle mondiale, de dire mais où sont les infrastructures? Si je sors de chez moi et que j'ai envie de faire un chemin très très long qui va au-delà de l'autonomie de la voiture, où est-ce que je peux charger? Première question très importante,
c'est une question qui ne dépend pas que de nous, mais nous sommes responsables de faire aboutir les solutions. Vous savez très bien que le gouvernement japonais vient de décider, hier, ils ont décidé plus de à peu près 800 millions d'euros d'investissement sur des chargeurs électriques partout au Japon. La France est engagée exactement dans un effort similaire. La mise en exécution est un peu lente, mais quand vous allez commencer à avoir des chargeurs électriques partout, ça va vous encourager à acheter une voiture électrique. Les gens se plaignent aussi du fait qu'elle est un peu chère, mais nous sommes en train de réduire les coûts avec le développement technologique. C'est une voiture qui est essentielle pour l'avenir, pour une raison très simple, c'est qu'on ne résoudra pas les problèmes d'émissions, notamment dans les villes. On ne résoudra pas les problèmes du prix du pétrole, de la dépendance au pétrole, sans une dose très importante de véhicules zéro émission. Et la première vague de véhicules zéro émission, c'est le véhicule électrique et la technologie est prête. Mais est-ce que l'hybride n'est pas la solution finalement à l'ensemble des questions que vous venez de poser là, Carlos Ghosn? Vous avez deux types d'hybrides. Hein. Je suis navré, je ne veux pas être trop technique. Mais ça passionne vous avez un hybride qui est un essentiellement... hybride qui se recharge et un hybride qui ne se recharge pas, c'est voilà, ça l'idée? Vous avez un hybride qui est essentiellement un moteur à essence avec une batterie à côté, en appoint, et puis vous avez l'hybride, le plug-in hybride, qui est une voiture électrique avec un petit moteur pour lui donner plus d'autonomie. Ouais. Donc le plug-in hybride, c'est pratiquement une voiture électrique, hein. Ouais. Sauf qu'elle a encore besoin d'essence. Je veux dire, vous n'êtes pas saisi par un espèce de doute qui serait de dire, on s'est gouré finalement, on s'est lancé dans un programme... Mais non. Alors, je vous signale d'abord que nous avons des hybrides. Hein. Nous avons la technologie hybride. Oui, mais restez sur l'électrique. Vous gardez la conviction. Mais bien sûr, parce que je pense que à partir du moment où nous avons une technologie aujourd'hui qui est une technologie simple, l'électrique, la voiture électrique est plus simple. Elle est plus simple qu'une voiture à combustion interne. Vous savez que quand l'industrie a commencé, les pionniers de l'industrie voulaient faire une voiture électrique. Ils n'ont pas réussi à la faire. Pourquoi? Parce que la batterie, il n'y avait pas de batterie qui était capable de donner le minimum de performance à cette voiture. Donc, ils ont viré vers une technologie beaucoup plus compliquée, qui est le moteur à combustion interne. Beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on est capable de la faire parce que nous avons des batteries qui nous permettent de revenir sur l'électrique. Le problème, c'est l'échelle. 80 millions de voitures à combustion interne, 100 000 voitures électriques. On ne tient pas. Il faut donc augmenter, et c'est là où nous avons besoin. Et c'est là votre pari. Ouais, et c'est là où vous avez besoin des États. C'est là où nous avons besoin des États pour faire démarrer, pour avoir les volumes. Je ne pense pas que les volumes, on n'a pas besoin de 40 millions de voitures. Même à partir de 1 million de voitures électriques, vous allez voir, les coûts seront extrêmement compétitifs avec des infrastructures installées. Je pense que le consommateur va commencer à... Vous voyez, à adhérer beaucoup plus à cette technologie. Puis je pensais à vous avec ce qui s'est passé à Pékin et ce nuage invraisemblable qui s'est effondré sur Pékin. Et je me disais forcément la voiture électrique débarquant là-dedans. Enfin, le maire de New York maintenant, après nous avoir demandé des taxis, il veut maintenant 20% des taxis en électrique. Le maire de Londres qui est en train de demander des voitures électriques. Le maire de Rio qui pour les Jeux Olympiques est en train de demander des... C'est partout comme ça. Bon. Vous voyez, il y a une sensibilité à l'électrique qui est en train d'augmenter. Et moi je suis très fier que Renault soit le pionnier. Mais la question, c'était au départ sur le haut de gamme. C'est-à-dire que la question, c'était au départ sur les usines françaises. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour l'ensemble de ces éléments en ramener dans les usines françaises, Carlos Ghosn? Écoutez, heureusement que Renault n'a pas misé sur le haut de gamme. Heureusement qu'il n'a pas misé sur le haut de gamme, parce qu'aujourd'hui, on serait quand même en difficulté, compte tenu de la difficulté à percer le front allemand. Je veux dire, il n'y a pas que Renault qui essaie de monter en haut de gamme. Tous les autres Européens essayent de monter en haut de gamme. Les Japonais essayent de monter en haut de gamme. Les Américains essayent de monter en haut de gamme. Ben, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui aient vraiment réussi. Donc, le front fait par BMW, Mercedes et Audi est un front très fort. Pour percer par rapport à ce front, il faut vraiment faire des choses très différentes par rapport à eux. C'est possible, c'est une opportunité, mais vous pouvez moi, en tous les cas, je ne pense pas qu'il faut en faire une stratégie. Donc, je considère que le premium, c'est une opportunité. Nous avons l'Espace qui arrive en 2014. Superbe voiture. Cette fois, elle ne sera pas qu'européenne, elle sera globale. Et c'est Renault. C'est du Renault pur. Vous allez retrouver, j'espère, l'Espace que vous avez connu, mais moderne. Il y a une nouvelle sédan, une nouvelle voiture qui arrive aussi, qui est le haut de gamme de Renault. Nous ne misons pas l'avenir là-dessus. Mais c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, on est très faible sur cette gamme. Et pour moi, il y a tout à gagner. Mais on est très faible pourquoi? Parce qu'on s'est endormi quand même à un moment? Non, je pense que, si vous voulez, il y a une sorte d'organisation qu'il faut mettre en place. Il y a un état d'esprit pour faire du haut de gamme. D'ailleurs, je peux vous signaler que sur la marque haut de gamme de Nissan, qui est Infiniti,
nous avons embauché quelqu'un d'Audi. C'est-à-dire on a fait tellement de tentatives pour faire percer Infiniti, ça n'a pas marché. On a été chercher le patron d'Audi aux États-Unis. Aujourd'hui, il est responsable de la marque Infiniti. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez employé une expression hier en disant Renault a été géré en bon père de famille. C'est vrai. Et en conclusion, enfin, ça a été salié, c'est-à-dire qu'à un moment, vous vous êtes dit il faut mettre... Moi, je me souviens de la conférence de presse qui avait beaucoup impressionné les marchés. C'était en février 2000, c'était en février 2006, Carlos Ghosn. Hein, c'était Ambition 2009, 26 nouveaux modèles. Oui. Là-dessus, c'est 2007, c'est la crise. Oui. Et là, vous vous êtes dit quoi? Il faut mettre Renault à l'abri. Et ça a été ça votre stratégie sur les 5 dernières années? Exactement. Vous voyez, et la stratégie d'une entreprise, elle fait... C'est l'objet d'une conviction du patron de l'entreprise qui est en charge de cette stratégie, de la mise en application. Et quels que soient les vents, parce que de temps en temps, vous êtes critiqué sur ceci, vous êtes critiqué cela, c'est pas important. Il faut toujours écouter les critiques parce que de temps en temps, il peut y avoir des choses fondées. Puis il y a des critiques qui ont d'autres sources d'inspiration. Il ne faut pas leur accorder beaucoup d'importance, mais il faut toujours les écouter. Par contre, sur le fond, il faut que vous en soyez convaincus. Nous avons été très critiqués sur le low cost et sur M0. Oui. Nous n'avons pas du tout dévié notre stratégie, nous allons continuer à développer. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est 1 million de voitures. Et ce n'est pas Dacia. Hein. Il y a une grande confusion entre Dacia. Le M0, c'est à plus de 60%, c'est du Renault. C'est du Renault en Russie, c'est ça? C'est du Renault en Russie, c'est du Renault au Brésil, c'est du Renault en Inde, c'est du Renault dans les pays émergents. Parce que ce n'est pas du low cost dans ces pays-là, c'est le cœur de la gamme. C'est le cœur de la gamme. C'est du low cost en Europe. Et c'est ce qui est le plus profitable. Évidemment, c'est plus profitable parce que c'est bien fait. Et c'est en plus en ligne avec les racines de Renault. Donc vous disiez, il y a des critiques que j'écoute pas et il y a des critiques que j'écoute quand même. Non, j'écoute toujours les critiques. Il y a des critiques qui influencent mes décisions et des critiques qui ne les influencent pas. Mais je les écoute toujours. Merci Carlos Ghosn. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business. Il est 8h52.